troisième. Alors on se retrouve pour cette nouvelle vidéo concernant la séquence un monde bipolaire, c'est-à-dire l'opposition entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Pour aujourd'hui, vous deviez travailler sur la deuxième partie de la séance concernant Berlin. Donc j'espère que vous avez fait les exercices et aujourd'hui on fait la correction. Alors après les corrections, donc je vous donnerai bien entendu le travail à faire pour la semaine prochaine. Au niveau des premiers, vous aviez 3 documents à travailler pour aujourd'hui, plus une trace écrite à compléter. Le premier document concernait la construction du mur de Berlin, donc en 1961. On a vu lors de la précédente vidéo une première crise qui a eu lieu à Berlin en 1948 quand Staline voulait éjecter les forces de l'Ouest de Berlin-Ouest. Il n'a pas réussi grâce au point rien mis en place par les Américains et les Anglais. Et du coup, eh bien, on se rend compte qu'il y a bien un statu quo, c'est-à-dire que Berlin-Ouest reste du côté occidental alors que Berlin-Est et l'ensemble de la RDA restent, elles, du côté soviétique. Il y a donc un gros problème, et ça je l'avais déjà évoqué la dernière fois, la population, une partie en tout cas, de la population de l'Est essaye de fuir vers l'Ouest, qui est globalement économiquement plus intéressante, qui propose un niveau de vie qui est aussi meilleur et qui aussi est beaucoup plus, on va dire, permissif. C'est-à-dire que le bloc de l'Ouest permet la démocratie, permet plus de liberté et beaucoup moins dans le soupçon, dans la surveillance, comme on peut l'être dans un système de dictature comme on a en RDA à cette époque-là. Donc beaucoup d'Allemands essayent de fuir et de retourner du coup dans la partie ouest qui est quand même plus agréable et plus intéressante. Donc ils utilisent tout simplement la ville de Berlin. Pourquoi la ville de Berlin est-elle utilisée ici? Tout simplement parce que c'est une ville, couper une ville en deux c'est pas facile, et on avait donc une situation où d'une rue à une autre, on pouvait passer de RDA à RFA. C'était donc une situation, on va dire, idéale pour ceux qui voulaient s'en aller, de venir à Berlin, passer de l'Est à l'Ouest, et une fois qu'on était à Berlin-Ouest, eh bien demander des papiers de réfugiés politiques et essayer de rejoindre ensuite le reste du territoire de la RFA. Donc les soviétiques et les autorités de RDA se rendent compte de ce problème, de cette faille dans le système, et c'est vraiment quelque chose qui pose un problème tout simplement déjà économique. Quand vous avez des gens qui fuient, c'est des gens qui ne sont plus dans votre partie de territoire, donc ça va être un manque à gagner, ça va être des travailleurs en moins, ça va être une population qui est en train de décliner. En même temps, ça peut être aussi des personnes avec un certain, on va dire, niveau de connaissance, un niveau de compétence assez important qui peut des fois essayer de s'enfuir. Autre on va dire, problème pour la RDA, c'est de montrer que si on essaie de fuir un pays, ça montre forcément que ce pays n'est pas attractif, qu'il est plutôt un pays négatif. Donc forcément, c'est quelque chose qui, au niveau de la communication, pour un État communiste, est très mauvais. Il faut éviter que les gens fuient. Donc on va faire en sorte d'empêcher la fuite et donc on va construire tout simplement un mur. Donc un mur qui va être construit dans le plus grand secret au début, c'est-à-dire on va faire en sorte qu'on ne le communique pas cette information pour éviter une fuite en avant de milliers de personnes dès l'annonce de la construction du mur. Ça se fait rapidement. Un soir, on décide de bloquer l'ensemble de la frontière. Bien entendu, on ne va pas réussir à construire un mur d'un coup en quelques heures, mais on va déjà mettre en place un certain nombre de contrôles, un certain nombre de limitations pour traverser, et ça va forcément avoir des conséquences assez, on va dire, exceptionnelles, puisqu'il y a des personnes qui vont se retrouver des fois à être parties voyager ou parties rendre visite de la famille ou à des amis de l'autre partie de la ville, dans l'autre partie de la ville, et quand ils vont revenir, eh bien, on se rend compte que la route est bloquée, que s'ils se traversent, ils pourraient se retrouver à ne plus jamais pouvoir revenir. Donc vous avez des gens, des fois, qui sont partis le matin rendre visite, je ne sais pas, à leurs parents, eh bien, ils ne sont jamais rentrés chez eux, parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils revenaient chez eux, cette fois-ci, ils n'auraient plus la possibilité de revenir à l'ouest. Donc il y a cette situation où des gens, des familles ont été séparées pendant des dizaines d'années jusqu'à la chute de ce mur de Berlin. Donc comment ils mettent fin à la fuite? Du coup, les autorités de RDA, tout simplement, ils construisent ce mur qui va progressivement s'étoffer, se complexifier, et donc c'est ce qu'on va voir dans le document numéro 2. Alors justement, venons sur le document numéro 2. Vous aviez un mur donc presque infranchissable qui est ici représenté sous la forme d'un schéma, avec un exercice à faire, décrit en quoi ce mur apparaît comme infranchissable. Si on regarde bien, on peut difficilement trouver des failles à ce système, puisque vous avez déjà un mur de 3,60 m de haut. Pourquoi aussi haut? Pour éviter de pouvoir l'enjamber, de pouvoir passer par-dessus. En gros, pour pouvoir traverser, il faut obligatoirement être au minimum 2, et c'est une personne qui traverse et pas les deux. En gros, c'est impossible ensuite de pouvoir traverser, surtout que vous avez quelque chose qui essaie d'empêcher les personnes d'escalader. Vous avez un fossé, le fossé qui va être vraiment là, on va dire, dans un objectif d'empêcher un véhicule peut-être de traverser. Vous avez aussi
des chevaux de frise qui sont installés. Vous savez, c'est ce système métallique en croix qu'on va retrouver des fois sur les routes ou dans les champs pour empêcher un véhicule de traverser. Donc vous avez tout ce système qui empêche un véhicule de venir percuter le mur et peut-être essayer de le détruire. Donc le fossé qui va aussi ralentir les personnes qui sont à pied, puisqu'il faut donc descendre dans le fossé et remonter, ça fait perdre du temps, donc c'est tout ce temps-là que va gagner les personnes qui veulent vous arrêter. Vous avez à côté de ça donc un chemin de ronde avec donc, on va dire des patrouilles qui vont essayer justement de surveiller, de vérifier que personne ne traverse, des hommes armés, donc c'est pas quelque chose qui on va dire, qui n'a pas de valeur et qui n'est pas dangereux. Vous avez des personnes qui peuvent vous tirer dessus et qui vont tirer parfois. Il y a des personnes qui vont mourir en essayant de traverser ce mur, puisque les autorités ont ordre de faire feu sur n'importe quel fuyard qui tenterait de traverser cette frontière. Même si c'est par exemple dans une autre partie des frontières entre la RDA et la RFA, c'est la même chose. Si vous tentez de traverser et qu'on vous somme d'armes, vous arrêtez et que vous ne le faites pas, on vous tirera dessus. J'expliquerai un petit peu pourquoi. Ça arrive assez régulièrement. Vous avez des glissières pour chiens, c'est-à-dire vous avez des chiens qui patrouillent. Ça va permettre d'éviter qu'il y ait des personnes qui tentent de traverser de manière, on va dire, assez furtive. Là, les chiens ils vont tout de suite repérer s'il y a un intrus avec leur odorat et puis leur sens qui sont quand même plus développés que les êtres humains. Vous avez un mirador qui permet de surplomber la zone. Vous avez également les grilles et barbelés qui déjà forment une première on va dire, barrière, un premier obstacle qu'il faut déjà franchir. Et à côté de ça, vous avez encore des éclairages la nuit, sans compter les alarmes qui peuvent se déclencher si vous passez à un certain secteur. Bref, quand vous regardez tout ça, il est quasiment impossible de traverser sur une partie aussi on va dire complexe du mur. C'est impossible de traverser pour tout le monde. C'est vraiment quelque chose d'infranchissable. Alors, comme je vous le disais, le rideau de fer, eh bien, c'est pas quelque chose qu'on retrouve qu'à Berlin. À un moment donné, si les autorités de RDA et les autorités soviétiques en général essayent d'empêcher la population de fuir, ils vont être obligés de mettre en place ce système sur l'ensemble de leurs frontières avec des pays qui seraient considérés comme des pays occidentaux. Donc vous avez ici une ligne qui représente bien ces frontières qui vont devenir hermétiques, c'est vraiment hermétique. On l'appelle le rideau de fer, c'est une expression qui vient de Winston Churchill, qui expliquait en fait ce système de barbelés, ce système qui empêche les gens de traverser. Et comme je vous le disais, il y a des patrouilles, et ces patrouilles ont ordre de faire feu sur les fuyards. Et s'ils font feu et qu'ils arrivent à abattre un fuyard, en plus ils ont une prime. Donc quand ils vous voient traverser, pour eux ils sont super contents. Ils sont quasiment sûrs de gagner des médailles et gagner en plus des primes, voire peut-être même une pension à vie. Donc vous avez peu de chances qu'ils vous laissent partir en disant bon bah c'est bon, vas-y, tente ta chance. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour vous empêcher de fuir de RD. Alors, au niveau du dernier document, c'était cette fois-ci la chute de ce mur. Ce mur ne va pas devenir, on va dire éternel, puisque en 1989, eh bien, il tombe suite à la pression de la population de Berlin-Est qui veut justement stopper ce système de fermeture entre les deux parties de la ville, qui est complètement absurde dans une ville qui a toujours été réunie, qui a été supprimée, qui a été séparée à cause de la lutte entre le communisme et le capitalisme. C'est quelque chose qui est mal vu par la population berlinoise. Et donc, que font les Allemands de l'Est quand ils arrivent à franchir ce mur pour la première fois? Ils font pression, ils vont tous sur les points de contrôle pour essayer de traverser, et là les autorités ne les en empêchent pas. Eh bien, ils vont commencer déjà par se réunir avec les Berlinois de l'Ouest, qui sont pour certains des gens qu'ils ont connus, ou des gens bien tout simplement qui font partie de la même ville qu'eux. Donc c'est en gros comme une grande communauté qui enfin est de nouveau réunie. Et puis pour certains, ils vont tout simplement aller visiter aussi Berlin-Ouest. Il faut savoir que Berlin-Est est resté globalement assez figé par rapport aux années 50-60, parce que c'est pas non plus une ville qui s'est beaucoup modernisée, le système communiste ne le permettait pas, alors que dans la partie ouest, toute la modernité des années 70, des années 80 est arrivée. Vous avez aussi tout le système de la consommation, qu'on va retrouver encore aujourd'hui dans nos pays capitalistes, qui est présent à Berlin-Ouest. Donc vous avez des magasins avec beaucoup de produits que vous ne trouvez pas à l'Est. Et ça, donc, ces habitants qui n'ont jamais eu accès à tout ça, ils vont venir visiter, ils vont venir regarder. Ils ne vont pas venir tout d'un coup se réfugier tout de suite. Eux, leur objectif, c'est de rouvrir tout ça et d'avoir de nouveau accès à ce genre de choses, mais en essayant de le faire revenir, ce système, dans leur zone d'habitation, c'est-à-dire à l'Est. C'est-à-dire ces deux habitants, ils vont venir et ils vont repartir chez eux. Ils ne vont pas tous quitter leur maison dès le moment que c'est ouvert. Mais en attendant, ça montre bien que voilà, leur premier objectif, c'est déjà se réunir et essayer de voir comment c'est de l'autre côté, en profiter, en espérant que ça puisse de nouveau être possible. Ils ne savent pas encore que ce mur est définitivement donc écroulé. Alors, vous aviez une trace écrite à faire juste après, une trace écrite assez simple, un texte à trous. Quand on a fait toutes les questions et qu'on a écouté mes corrections et mon cours, c'est assez simple à compléter.
Donc la ville de Berlin est centrale dans le conflit entre capitalistes et communistes. Les Occidentaux occupent la partie ouest. Attention à ne pas vous tromper, à ne pas confondre. Ça peut des fois donner un hors-sujet complet sur un paragraphe quand on confond Est et Ouest et quand on confond RFA, RDA. Il faut vraiment vous me donner des moyens mémotechniques pour bien mémoriser que RDA c'est à l'Est et puis RFA c'est à l'Ouest. Donc, alors que les Soviétiques, eux, occupent la partie Est. En 1948, oula, il y a un problème. C'est bon. En 1948, Staline tente de forcer les Occidentaux à quitter Berlin en formant un blocus. Mais il échoue, car les Occidentaux sont déterminés et utilisent un pont aérien. Donc ça, je l'ai expliqué la dernière fois, ce pont aérien, donc de milliers d'avions qui vont faire des rotations quasiment, on va dire, sans s'arrêter, qui va permettre eh bien, de ravitailler tous les Berlinois pour leur permettre eh bien, de tenir face à ce blocus de l'armée soviétique. À partir de 1961, les Soviétiques installent cette fois-ci un mur donc pour empêcher les populations de fuir. C'est pas pour faire pression vers l'ouest, c'est bien pour empêcher la population de fuir, donc de tenter de fuir vers l'ouest. La ville est coupée en deux et le mur devient un symbole de la guerre froide et du rideau de fer qui traverse l'Europe. Voilà. Pour la prochaine fois, vous devez donc faire la prochaine séance, puisque là on vient de terminer une séance sur Berlin, terminer la correction et la rédaction bien sûr dans le cahier de tout ce que je viens de vous dire, faire les exercices des deux prochaines diapositives, 9 et 10. Attention, soyez assez attentifs. Là, on part sur quelque chose de très abstrait. On parle d'idéologie. C'est-à-dire qu'on va vraiment remettre, eh bien, on va dire, sur la table la question du communisme, la question du capitalisme, et essayer de bien comprendre quels sont eh bien, les grands marqueurs de ces deux idéologies, pourquoi elles s'opposent, et puis de manière à bien comprendre pourquoi eh bien, on est dans cette situation de guerre froide avec ces deux systèmes qui finalement ne se supportent pas et ont vocation eh bien, à écraser l'autre, tout simplement. Donc faites bien les exercices, prenez bien le temps de le faire, on va dire patiemment, ne le bâclez pas, c'est très important, surtout à partir bien, du lycée, vous allez voir, ces choses-là, il faut vraiment essayer de au moins avoir en gros une bonne idée de ce que correspond à quoi correspond le capitalisme ou à quoi correspond le communisme. Alors la prochaine vidéo pour la correction, ce sera cette fois-ci le mardi 16 juin. Voilà, donc merci de m'avoir écouté et donc faites